J'espère qu'on va passer un moment au cœur de l'humain, au plus intime de ce qui se fait mieux dans les liens qu'ont entretenus les humains, et ce depuis le plus longtemps qu'on puisse remonter en termes d'études archéologiques. Alors, je suis Valérie Delattre et je suis archéoanthropologue à l'INRAP. L'INRAP, c'est un institut de recherche archéologique qui intervient dans un cadre préventif, c'est-à-dire que je ne choisis pas les endroits où je veux aller fouiller. Je suis tributaire de l'aménagement du territoire, des grands travaux en milieu urbain, en milieu rural. Et donc, je travaille sur des séries ostéologiques qui proviennent du néolithique, de la période gallo-romaine, médiévale, etc. Donc, je ne choisis pas là où je fouille, je ne choisis pas les sujets sur lesquels je veux intervenir. C'est à chaque fois la surprise et en lien avec les aménageurs et la façon dont s'aménage le territoire. Donc, à chaque fois que vous voyez un parking construit ou une ligne SNCF, en général, en règle, il y a eu des anthropologues qui sont passés avant s'il y avait des contextes funéraires. Alors, l'archéoanthropologie, c'est une discipline passionnante que vous connaissez sans doute parce que j'ai une collègue très célèbre à la télé qui s'appelle Bones. Alors, mon métier, c'est le même, un petit peu moins hollywoodien, c'est-à-dire que j'interviens sur le squelette humain, sur la matière osseuse, en ayant deux composantes. Une composante qui est strictement biologique, c'est-à-dire qu'un squelette me permet d'avoir accès à la carte d'identité des sujets que j'étudie, puisque avec un squelette, je peux savoir son âge au décès, je peux savoir son sexe, je peux connaître sa taille, sa robustesse, je peux connaître les pathologies dont il était atteint, pour peu qu'elles aient laissé une trace sur l'os, bien évidemment. Et ça va être très important quand on va parler de handicap, puisque forcément, je n'ai accès que ce qui est lisible sur la matière osseuse. Je peux avoir accès à des petits stress que l'on remarque sur l'os qui sont liés à des carences alimentaires. Quand on travaille sur un village et son cimetière, par exemple, savoir s'il a traversé des périodes de famine. Je peux voir si les individus ont souffert de ce type de pathologie. Je peux voir des stress de croissance. Je peux voir les liens de parenté qui existent entre deux squelettes enterrés l'un à côté de l'autre pour peu qu'ils aient des petits picots, des petits trous similaires. Sur notre squelette, on a à peu près 200 petits caractères. C'est des petits trous, c'est des petits picots qui ne sont absolument pas pathologiques mais qui peuvent se transmettre. Donc, un petit trou sur le sternum ou sur l'extrémité de l'humérus. Donc, quand on travaille sur des périodes très anciennes, pouvoir savoir dans un cimetière comment se regroupaient les gens, pourquoi pas, par des liens de parenté. Dans un cimetière paroissial, ça semble évident, mais pour les périodes les plus anciennes, c'est toujours des recherches qui peuvent être intéressantes et qu'on peut résoudre en étudiant le squelette. Et maintenant, une composante supplémentaire s'ajoute à nous, c'est tout ce qui a trait à la paléogénétique, à l'ADN fossile, que l'on arrive à investiguer et qui nous donne des résultats fabuleux, notamment si on travaille sur les mouvements de population, les liens de parenté. On travaille aussi sur les isotopes. C'est quelque chose d'assez incroyable. On arrive à savoir quasiment, quand on travaille sur une sépulture, où il est né, pour peu qu'on ait l'émail de ses dents, un os bien conservé, des référentiels géographiques et géologiques bien ancrés. On peut connaître avec les cours d'eau la façon dont les gens se sont alimentés, connaître là où ils sont nés, là où ils sont morts, et effectivement tous les mouvements de population qui ont pu les affecter. Donc vous voyez, c'est vraiment l'inspection du plus intime de chacun des sujets qui viennent dans nos laboratoires. Et au-delà de cette composante biologique, il y a une composante culturelle. Vous imaginez bien qu'on n'enterre pas ses proches et ses défunts de la même manière au néolithique qu'à l'époque médiévale, dans le sud de la France que dans le nord de la France. Donc, quand on est archéoanthropologue, on a à cœur de connaître les liturgies, les spiritualités, les mentalités et bien évidemment les composantes d'un groupe, les liens qui unissent les personnes. Et ça va être très important quand on va étudier le handicap et les pathologies invalidantes. Alors, travailler sur les différences, décrypter les différences, c'est avec un propos qu'il faut nuancer, considérer que le monde des morts est peu ou prou le reflet de celui du monde des vivants. Alors, on le nuance, bien évidemment, on a des grilles de lecture, mais grosso modo, on est dans la mort comme on a été de son vivant. Les proches vous considèrent, vous enterrent, vous mettent du mobilier archéologique, vous orientent, etc., aménagent votre tombe à la mesure de ce que vous avez été au sein du groupe. Et la première chose que l'on fait quand on est archéoanthropologue, et surtout quand on va vouloir travailler sur le handicap, c'est de travailler sur le statut social de l'individu, tel qu'il nous est livré par son état sanitaire et par les objets, sa tombe
et tout ce qu'il a emporté dans l'au-delà, quel que soit son au-delà. Un exemple, on peut travailler sur ce qu'on appelle la différence par le haut. Alors, je ne vais pas parler de Toutankhamon qui est venu nous rendre visite à la Villette et qui est quand même le summum de ce qui peut se faire par le haut, mais que ce soit des tumulus de l'âge du bronze, que ce soit du mobilier intégré à la tombe comme le grand cratère de Vix, que ce soit des bijoux prestigieux, que ce soit des armes, on arrive à avoir accès au statut social privilégié grâce au mobilier déposé dans une tombe. De la même manière, on a accès au statut social par le bas, et on peut travailler tout aussi bien sur des sépultures d'esclaves, de parias, de bannis, de gens qui ont été sacrifiés, des lépreux, quels qu'ils soient. Et je vous ai mis des exemples d'individus qu'on a retrouvés, par exemple, dans les tourbières écossaises, irlandaises. On retrouve, vous voyez, non seulement il y a le squelette de l'individu, mais les parties, ce qu'on appelle, nous, les parties molles de l'individu ont été conservées par l'acide tannique des tourbières. Et vous voyez que l'individu a été sacrifié, qu'il a été pendu et précipité dans un marécage. Donc on peut avoir accès aux sanctions pénales. On peut avoir aussi accès à des sujets comme les Gaulois retrouvés dans un village de l'Est de la France dont le corps a été utilisé comme une offrande, c'est-à-dire qu'il a été transformé en objet. On appelle ça réifier un corps, c'est-à-dire qu'on lui dénie toute humanité, il devient un objet de sacrifice au même titre que jeter une monnaie dans la fontaine de Trévi et faire un vœu. Donc, travailler sur le corps différent et donc sur la situation de handicap, c'était d'envisager une lecture de l'individu atypique pour considérer la façon dont éventuellement ses proches l'ont isolé ou pas, inclus ou pas. Ça fait intervenir tout un tas de vocabulaire qui est un vocabulaire très contemporain, puisqu'en fait, c'est plaquer une problématique, une thématique contemporaine sur des sociétés du passé, et c'est de travailler avec des termes d'inclusion et d'exclusion. Et je vais vous montrer comment cette thématique, qui est vraiment récente, a pu être développée au sein de l'archéologie préventive. Alors, l'idée, c'était de travailler à la fois sur les pathologies invalidantes et sur les comportements des individus au sein de tous les groupes auxquels on a accès par le biais de l'archéologie funéraire. Alors, rappel historique, puisqu'on est aussi dans le cadre d'une exposition qui nous montre des visages, qui nous montre des personnes, je vais vous montrer que c'est un sujet d'étude qui n'est pas aussi incongru qu'il n'y paraît. Travailler sur le handicap, c'est quelque chose qui est très récent dans ma discipline. La paléopathologie, c'est-à-dire travailler sur les maladies du passé, est quelque chose qui a plusieurs dizaines d'années. C'était souvent confié à des médecins, à des dentistes, et on se faisait fort de trouver le plus ancien cas de polio, le plus ancien cas de syphilis. C'était un petit peu un cabinet de curiosité où on allait au plus spectaculaire. Petit à petit, on s'est mis à travailler sur l'état sanitaire des populations. Un village carolingien, comment on vivait autour de l'an 1000, la sphère bucco-dentaire, les pathologies, les maladies congénitales, etc. Et travailler sur le handicap est bien une sorte de corollaire intégré au sein de l'étude des individus. Et quand on est archéologue, on travaille sur des périodes qui n'ont pas laissé d'autres traces que les traces archéologiques, sans texte et sans iconographie, mais on travaille aussi sur des populations et des groupes qui ont laissé des représentations, qui ont laissé des textes. Et je vais vous montrer que travailler sur le handicap, ça s'inscrit dans quelque chose qui a tout son sens, parce que les personnes handicapées ont toujours été présentes dans toutes les sociétés, et non seulement elles ont été présentes et enterrées, mais elles ont été représentées. Donc j'ai trouvé judicieux de vous montrer des portraits qui vont faire le lien avec l'exposition qui vous est présentée, et pour vous montrer que ce n'est pas du tout incongru de travailler sur cette partie de la population. Alors, on peut commencer en Égypte. On va faire un grand voyage dans le temps et dans l'espace. Et vous avez ici une stèle funéraire assez classique qui représente le nain Sénèbe, qui est marié à une prêtresse d'Hathor et représenté avec femme et enfants de façon classique. Aucun focus sur sa pathologie. C'est simplement une famille qui est enterrée et représentée à l'égal des autres dans le caveau funéraire en Égypte. On va passer les océans et on va se précipiter en Amérique du Sud. On est sur le littoral du Pérou, dans une communauté qui est assez particulière, qui s'appelle les Mochicas. Alors, si vous voulez voir les Mochicas et leur prolifique céramique, ce sont des gens qui ont un art assez fabuleux de la céramique. Vous pouvez aller au musée du Quai Branly.
Ce sont des communautés qui vivent un petit peu avant l'an 1000, contemporains de nos mérovingiens, carolingiens. Ils n'ont pas l'écriture, ce sont des pêcheurs et des agriculteurs. Et on les connaît surtout grâce à cet art céramique. Une tombe de Mochica lambda comporte 20 à 30 céramiques, ce qui est un grand bonheur pour les archéologues. Et chez les Mochica, accueillir un enfant handicapé, c'est un bienfait des dieux, parce que le handicap crée le lien entre les ancêtres et l'au-delà. C'est-à-dire qu'un enfant handicapé qui naît dans une famille va être considéré comme étant un chaman. On va lui confier, au fur et à mesure qu'il va grandir, des missions et des activités proches du chamanisme, parce qu'on pense que son handicap est quelque chose qui le met en lien avec les divinités. Alors, vous voyez comment on arrive à inverser les paradigmes des familles autour de l'an 1000 qui se réjouissent d'accueillir un enfant handicapé mental ou physique, sachant même que certains vont jusqu'à mutiler des enfants. Nous, on le voit en étudiant des squelettes, pour avoir un enfant handicapé qui aura une vie forcément privilégiée au seul profit de sa différence. Et comme les Mochica ont un lien particulier avec le handicap, ils le représentent, et notamment sur leur art céramique. Et vous voyez ici un petit personnage qui est amputé et qui est en train de mettre en place une prothèse qui est en céramique et qui protège son moignon. On va au musée du Louvre sur un vase, un skyphos du IVe siècle avant notre ère, et où une procession classique dionysiaque avec des hommes et des femmes ivres qui dansent tout autour du vase est représentée. Et on a un petit satyre qui participe de cette procession et qui est représenté avec un membre inférieur qui doit être atteint de polio, qui est beaucoup plus affaibli que l'autre et qui est entouré autour d'un bâton qui lui sert à se déplacer. Vous voyez, on a fait de la céramique, on a vu des stèles funéraires, et là on est dans l'Occident chrétien. Vous avez à gauche une enluminure. Vous savez ce que c'est qu'une enluminure? Donc c'est une lettrine qui fait la majuscule d'un texte. Et donc en haut à gauche, sur une Bible du 7e siècle, vous avez un petit personnage qui est amputé, qui est appareillé avec un pilon en bois, et dont la position un petit peu acrobatique représente un R. Est-ce que vous le voyez? Et donc c'est la première lettre de Rogamus. Vous voyez le mot qui vient après et qui veut dire « nous prions ». Et donc on imagine très bien des moines copistes regarder l'un des leurs, amputé, appareillé, et le dessiner, puisqu'il fallait des modèles. Sur les Bibles, on a des animaux, on a des personnages qui sont des portraits. Et donc ce petit personnage n'est pas là parce qu'il est amputé et appareillé, il est juste là pour servir de modèle à un moine copiste qui l'utilise pour faire sa lettrine. De la même manière qu'on a à droite une mosaïque, vous voyez, tous les supports possibles de l'archéologie vous sont proposés. Une mosaïque qui date du XIIe siècle, on est dans le sud de la France, à l'Escar, dans les Pyrénées. Et derrière l'autel de cette cathédrale de l'Escar est représentée une scène de chasse. Alors, avec des animaux fantastiques comme on pouvait les imaginer au XIIe siècle, et un petit archer qui est tout à fait particulier, parce que vous voyez que lui aussi est amputé, il est appareillé avec un pilon de bois, mais aussi son visage est sombre, c'est un mort. On est dans les Pyrénées, on n'est pas loin du Maghreb, et les Pyrénées ont été le lieu d'accueil des morts. Et donc, le mosaïste a représenté probablement quelqu'un de son village, là aussi, qui était mort et qui était handicapé. Et il est là au même titre que les autres participants de la chasse, et l'intérêt qu'il représente, c'est d'être un archer et de participer à la scène de chasse, profane pour le coup, même si on est en plein cœur d'une cathédrale. Nous filons en Belgique avec un couvercle de sarcophage. Et je vous présente Crodohara, qui est une femme de très très haute noblesse. Elle a vécu aux alentours du 7e siècle. Et comme souvent, sur son sarcophage, on l'a représenté. Soit on le représentait, les défunts, on les représentait à leur visage, soit on les présentait en pied. Et de tout temps, les archéologues pensaient que, vous voyez le bâton qu'elle tient dans sa main, pensaient que c'était un tau, T-A-U, c'est-à-dire l'équivalent de la crosse d'un évêque, que c'était l'insigne de son pouvoir. C'était une femme
de haute noblesse et qui devait tenir son abbaye de main de maître. On a, grâce au texte de cette époque, vous savez, à cette époque, on écrit beaucoup des martyrologues, on écrit beaucoup la vie des saints, donc on connaît très bien Crodohara. Et Crodohara, on savait aussi qu'elle boitait, elle claudiquait quand elle marchait dans l'abbaye. Ce qui fait que mes collègues anthropologues, quand ils ont eu à fouiller son sarcophage, une mission a été montée, on voyait bien qu'elle était représentée avec ce bâton un petit peu atypique. On connaissait sa vie, où on parlait d'elle en disant qu'elle était boiteuse. Et puis, ses os ont été étudiés. On a bien évidemment mis en évidence une pathologie avec un membre inférieur qui était beaucoup plus faible que l'autre. Et on a retrouvé un bâton très abîmé, en noisetier, me semble-t-il, qui était vraisemblablement une béquille qu'on appelle une béquille ancillaire, c'est-à-dire que l'on pose sous l'aisselle. Et il est vraisemblable que le graveur, le sculpteur, a voulu la représenter non pas avec sa crosse, l'insigne de son pouvoir, mais telle qu'elle était au quotidien vue par ses sœurs religieuses avec sa béquille ancillaire. Et pour terminer, le classique des classiques, le Louvre, Bruegel, avec les mendiants, tableau qui date de 1525 à peu près, et qui, pour un archéanthropologue, représente pleinement notre discipline, puisqu'on a des sujets handicapés, amputés, et on a les appareillages compensatoires. Ce qui fait que là, mission accomplie, j'ai non seulement les défunts, leur pathologie, et les éventuelles béquilles, corsets, orthèses que je peux retrouver au gré des fouilles archéologiques. Alors, quand on essaye de travailler sur l'archéologie, l'histoire du handicap, on est tributaire de tout un tas de préjugés que l'on a. Moi, la première fois qu'un ami qui est un athlète paralympique, qui est amputé, qui m'a dit « il est fabuleux ton métier, mais c'était comment pour les gens comme moi avant ?» Alors ce « avant » qui veut tout et rien dire, puisqu'il n'a pas de curseur dans le temps. Et j'étais bien embarrassée pour lui répondre, parce que je n'avais aucune perspective archéologique et historique pour lui dire écoute, à telle époque, les personnes handicapées étaient traitées comme ça. La seule chose que je pouvais lui répondre, c'était qu'au fil de ma carrière, j'avais fouillé un nain, un bossu, mais voilà, c'était des individus comme les autres, mais je n'avais pas du tout d'expertise ou de compétences pour travailler sur le handicap, sauf des choses qu'on nous apprend. Quand on dit handicap et qu'on dit passé, on se dit tiens, eugénisme, philosophe grec, éliminé, on éliminait. Voilà, ça participe des choses que l'on apprend et que l'on véhicule. Alors bien évidemment, de Aristote jusqu'à Charles Darwin, à prendre avec précaution parce que ces propos eugénistes ont souvent été sortis de leur contexte, mais il y a des phrases quand même qui font mal. Nous sommes en plein dans les théories de l'eugénisme. Tout le monde sait, tout le monde pense qu'à Sparte, à Athènes, les enfants qui naissaient mal formés passaient devant le conseil des anciens et on disait surtout pas à l'idéal de la beauté, on les précipitait dans le fameux le gouffre des apothèques. C'est un vrai gouffre qui existe au pied du Péloponnèse et des collègues grecs l'ont fouillé. Il n'y a pas l'ombre d'un squelette de bébé déformé, mal formé, handicapé. En revanche, mes collègues archéanthropologues, dans toutes leurs nécropoles grecques, ont leur lot de sujets infirmes, boiteux, amputés, appareillés, réparés, avec des pathologies congénitales. Donc il faut bien imaginer que l'idéal aristotélicien de la beauté athénienne et spartiate, c'est dans les écrits, c'est pas au quotidien. Il faut imaginer que les familles grecques accueillaient de la même manière un enfant mal formé sans qu'il passe au conseil des anciens et qu'il soit exclu du groupe. De la même manière, quand on réfléchit, on pense au cinéma, à Fricks, aux zoos humains, et on se dit, oui, de tout temps, du cabinet de curiosité, etc., les fous du roi, les personnes handicapées ont été exhibées, ont été raillées, ont été montrées. On a dans les textes, dans les écrits de Salluste, il nous raconte comment les empereurs romains collectionnaient les nains, collectionnaient les monstres, se les prêtaient, se les échangeaient. Alors on se dit effectivement, c'est une grande histoire de l'exhibition. Oui, on a bien évidemment Triboulet, les nains des rois, on a les tableaux des peintres espagnols, on a Nicolas Ferry, on a tout un tas de personnages qui ont été exhibés jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On peut penser à la Vénus noire,
hein, qui a été exhibée il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques décennies avant d'être rendue à l'Afrique du Sud. C'est une femme que les savants des Lumières ont utilisée, ils l'ont empaillée, ils l'ont... Voilà, donc on est au siècle des Lumières et on sait encore considérer le corps humain comme étant quelque chose de totalement dévalorisant. Et ça interroge aussi sur notre société, notre façon de regarder certaines pathologies. Et puis bien sûr, on a pris en charge, on a soulagé. Et ayons quand même un regard sur le passé un petit peu optimiste. Toutes les religions, les 3 religions du livre ont su accueillir le handicap avec des façons différentes de le faire. Elles ont su prendre en charge celui qui était différent. Alors, j'ai plus l'habitude de fouiller des contextes médiévaux chrétiens. Avoir un matricule, chacun sait ce que ça veut dire, un matricule, le commissariat, l'hôpital, en fait, ça vient des grandes abbayes du Haut Moyen-Âge où le matricule, c'était le numéro que l'on donnait aux indigents, aux infirmes, aux vulnérables qui ne pouvaient pas se nourrir, qui ne pouvaient pas travailler et auxquels on délivrait un pain et de quoi manger en échange de leur matricule. La charité va s'organiser. Dans l'islam, l'islam a inventé les hôpitaux psychiatriques. Vous voyez, le handicap mental n'est pas accessible à l'archéologie, forcément. Tout ce qui est cognitif, mental, etc., nous est totalement inaccessible. En revanche, dans les textes, on peut savoir que le premier hôpital psychiatrique est né à Bagdad au 7e siècle. L'islam est très attentif aux esprits qui s'égarent. Et les grands savants, plus tard, comme Averroès, comme Avicenne, vont travailler sur les pathologies, non seulement pour guérir les malades, pas simplement les isoler parce qu'ils font peur, comme nous on a fait en Occident. On a mis à côté parce que le handicap mental fait peur. En terre d'islam, on a voulu guérir et on a inventé la musicothérapie, l'équithérapie, la zoothérapie. On a essayé de guérir ces maladies. Il y a des traités de psychiatrie qui sont absolument fabuleux et ce n'est pas inintéressant de le formuler comme tel. Dans ces hôpitaux psychiatriques autour de l'an 1000, hein, on est un petit peu après Charlemagne, on accueillait les hommes et les femmes, les juifs, les chrétiens et les musulmans, les pauvres, les riches, les soldats. Tout le monde était accueilli au seul prétexte de son dérangement mental et non en fonction de ce qu'il était. Il y a vraiment des textes magnifiques qui sont faits sur les hôpitaux psychiatriques en terre d'islam. Donc, soulager, prendre en charge, c'est évidemment quelque chose qui est lié à la religion, mais qui va être aussi laïque après. Louis XIV a créé les Invalides pour accueillir, regrouper tous les mutilés des guerres et des nombreuses guerres qui ont généré tout un tas de personnes handicapées depuis les guerres de la Renaissance, depuis François Ier. Donc, soulager, prendre en charge, c'est quelque chose qui est très important et que nous, on peut voir quand on travaille dans des contextes religieux, des abbayes ou des monastères. Alors, comment fait-on ? Quand on s'interroge, je veux travailler sur les corps différents, sur les pathologies invalidantes. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que, au seul prétexte d'un corps différent, d'un corps abîmé, d'un corps atteint d'une pathologie, est-ce que, dans la mort, puisque c'est mon terrain d'étude, il a été traité différemment de ses contemporains ? Donc, je vous ai mis un exemple, un petit cimetière carolingien pour vous montrer comment on traite la marginalisation des sépultures. L'idée, c'était de se dire, est-ce que quand on est handicapé, par exemple à l'époque carolingienne, on est mis à l'écart du cimetière et pas intégré avec la communauté des défunts. Donc vous avez un cimetière, voilà, regroupement des tombes, orienté, est-ouest, parfait, on est bien dans les codes liturgiques, et on a un chemin avec des sépultures isolées. Alors bien évidemment, dans un cadre d'études sur l'archéologie du handicap, on s'est intéressé à ceux qui étaient isolés. On a réitéré l'opération, un cimetière, 2 cimetières, 25 cimetières, tout un tas de collègues qui travaillent dessus. Et bien évidemment, on peut en conclure que la relégation, la mise à l'écart, en aucun cas, et quelle que soit la période considérée, historique, proto-historique ou préhistorique, le corps différent, la différence physique n'est pas un motif de mise à l'écart de la règle communautaire. Pourtant, on en connaît. En anthropologie, en archéologie funéraire, on connaît des manières d'exclure, d'isoler et de marginaliser les défunts. 2 exemples. À gauche des Gaulois, on a vu les Gaulois tout à l'heure dont le corps, pour certains d'entre eux, pouvait servir d'offrande.
Vous en avez un exemple ici. Certains Gaulois, alors on les choisit selon leur sexe ou selon leur âge, ne sont pas enterrés comme les autres. On considère leur corps comme étant une offrande et on les précipite. Donc c'est quand même un geste qui peut avoir un caractère un petit peu injurieux avec des guillemets. On les associe à des structures où on conserve le grain, dans une espèce de offrande à des dieux qui doivent protéger les semences ou le grain. Donc cette relégation, ils n'ont pas accès au cimetière des Gaulois de leur groupe, on peut la lire topographiquement. Les endroits où on stocke le grain ne sont pas les endroits où on enterre les morts. Donc topographiquement, la lecture, elle est évidente. De la même manière, à droite, vous avez des bébés décédés avant d'avoir été baptisés. Imaginez le drame dans l'Occident médiéval. Qu'est-ce qui leur arrive? Les enfers, forcément. Donc, tout un tas de pratiques sont déployées autour des nouveau-nés décédés sans avoir été baptisés, et ils sont enterrés dans des endroits qui leur sont dédiés. Donc, on a là une mise à l'écart au prétexte associée à une classe d'âge. La relégation, elle est liée à l'âge et parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Donc, il est facile topographiquement de voir comment on met à l'écart des sujets. Eh bien, jamais on ne met à l'écart des sujets au seul prétexte de leur différence. Alors, on se dit que quand on est chrétien, quand on est à la fin du Moyen-Âge, ça peut sembler normal, les valeurs de charité chrétienne, etc. Mais si je travaille sur des communautés néolithiques, 5000 ans avant notre ère, je ne sais pas comment fonctionnent les structures de société. Je n'ai pas de texte, je ne connais pas leur spiritualité, je ne sais pas quels liens ils peuvent tisser les liens les uns avec les autres. Donc ces petits renseignements sont extrêmement importants de se dire que 4-5 000 ans avant notre ère, et vous allez même voir comment on les prend en charge, on ne les exclut pas. Donc en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on fait de l'archéologie funéraire et qu'on travaille de façon scientifique, c'est qu'on a des petits indices et qu'on va relier, multiplier, c'est-à-dire que 1, c'est une anecdote, 2, ça devient troublant, 3, on commence à être un peu certain, et si ça se décline sur toute la période, eh bien on prend en compte qu'on a affaire à un geste et probablement à un comportement avéré qui peut se réitérer. Alors, inclus, exclu, quand c'est topographique, qu'il y a une distance entre le cimetière et d'autres lieux d'inhumation, c'est lisible de par la distance. Mais quand au sein d'un même contexte funéraire, vous allez jouer les détectives comme on peut le faire, parce qu'en fait, une fois qu'on a tous les éléments, l'interprétation, elle est extrêmement subjective. Vous allez comprendre. On est là dans le Loiret, et on a un petit groupe qui est enterré, et de façon classique, est-ouest, la liturgie est bien exprimée par les défunts. Et on a un sujet qui présente une maladie de Paget. La maladie de Paget, c'est une maladie qui est assez invalidante, qui est évolutive, qui se développe autour de la quarantaine, qui touche souvent les hommes. Et on voit la matière osseuse qui s'épaissit, la personne peut devenir sourde, avoir un faciès un peu léonin. Son aspect extérieur se transforme, il a du mal à marcher, il faut l'aider. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va être très actif dans un village du XIIIe siècle. Donc on se doute qu'il a été, pour partie, dans son quotidien, pris en charge par ses proches. On est d'accord. Il a vécu vieux, il n'a pas d'autres pathologies, pas d'indice de malnutrition, donc on considère qu'il était intégré dans son groupe. Sauf que, vous voyez que sur son squelette, on a retrouvé des petites épingles. Vous les voyez là, elles sont en alliage cuivreux, en bronze. Quand on fouille un squelette, c'est comme un mikado, il ne faut pas bouger les pièces. Donc on ne bouge pas les pièces osseuses et on ne bouge pas les petits objets qui sont déposés dessus. Donc sur le squelette, on a des épingles qui ont servi à maintenir un textile, un suaire ou des vêtements. En fonction de là où sont placées les épingles, mes collègues qui travaillent sur les textiles et les façons d'envelopper un mort ou d'habiller un vivant vont pouvoir me dire c'était un suaire ou au contraire c'était une cape maintenue avec des épingles, etc. Donc l'intérêt de maintenir strictement à sa place originelle tout vestige, si petit soit-il. Et au terme de toutes les études conjointes, on s'aperçoit que ce sujet-là est le seul du groupe à avoir été enterré avec un linceul très enveloppant, très couvrant, très contraignant, maintenu par des épingles en bronze.
Que peut-on en conclure? Il est le seul. C'est une pratique qu'on ne voit, qui n'est quasiment pas déployée à cette époque. Qu'a-t-on voulu faire? Les proches ont bien voulu nous donner un indice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux interprétations sont possibles. Soit on a valorisé quelqu'un qui était différent, qu'on a pris en charge tout au long de sa vie, avec un enterrement par le haut, c'est-à-dire du textile, du bronze, etc. Il est le seul. Soit, on le sait par certains textes, il était à ce point difforme, laid, qu'on l'a caché à jamais pour l'éternité. On a des textes de religieux où on nous dit que le défunt était à ce point disgracieux qu'il a été dissimulé pour l'au-delà. Comment interpréter ce geste? Et là, c'est toutes les limites ou au contraire les grands horizons que l'interprétation scientifique peut autoriser, parce que chaque chercheur va proposer les 2, voire les 3, voire les 4 hypothèses, et en a d'opter une en fonction de sa propre sensibilité. C'est-à-dire qu'avec les mêmes données, strictement scientifiques, c'est pour ça qu'on est dans des sciences humaines, la petite plus-value de l'interprétation, elle va être forcément contextualisée, le XIIIe siècle, comment on procède, etc. Et on va s'autoriser à pencher pour l'une ou l'autre des propositions qui sont envisagées par un terrain. Vous voyez, c'est vraiment une énigme que l'on doit résoudre, avec en ultime aboutissement une proposition qui peut être assez subjective. Sur le terrain, sur un chantier de fouilles, pas besoin d'attendre forcément le laboratoire et l'étude paléopathologique pour savoir si on a affaire à un sujet qui était handicapé. Parfois, la discordance de posture d'un sujet nous renseigne tout de suite sur la probabilité d'avoir affaire à un sujet handicapé. Vous avez ici un carolingien qui a été fouillé à Strasbourg, et vous voyez nettement son membre inférieur gauche qui est fléchi, alors que l'autre est totalement en extension. Quand on est chrétien, on est enterré sur le dos, les bras le long du corps ou repliés dans un geste de la prière, et les membres inférieurs sont en extension, et on est tourné vers l'Orient en attendant le jugement dernier. Le chrétien n'est pas très facétieux dans sa manière d'enterrer les défunts. Donc quand il y a une discordance de posture, soit elle est due à une pathologie, soit elle est due à un message que nous adressent les proches et qu'il va nous falloir décoder, parce qu'il y a la règle et après il y a tout le panel de transgressions possibles, et en matière de funéraire, la transgression est assez coutumière. Vous avez ici le cas d'un mérovingien, donc aux alentours du 6e siècle, qui a été fouillé à Ponto-Combo, charmante bourgade où on a trouvé un petit cimetière accueillant des sujets mérovingiens qui avaient été enterrés autour d'un gros affleurement de meunières. Vous voyez les tombes, alors vous voyez le sujet, et vous voyez sa tombe. Vous voyez les taches au sol, ce sont des tombes d'adultes et des tombes d'enfants. La tombe d'adulte a été fouillée et on a retrouvé ce sujet qui ne tient que dans la moitié supérieure de la tombe. Et en fait, vous voyez que ses membres inférieurs, ses jambes sont largement ramenées sur son torse, extrêmement fléchis. Et l'étude nous a montré que, malgré le mauvais état de la matière osseuse, il était atteint d'une paralysie qui pouvait s'assimiler à une poliomyélite. C'est-à-dire qu'il est dans la mort tel qu'il était de son vivant. Et donc là, vous voyez la transgression. À l'époque mérovingienne et carolingienne, quand on dit enterré est-ouest avec les bras le long du corps, etc., c'est codifié, on obéit. Mais là, on n'a pas, je vais être un peu trivial, déplié les membres inférieurs du sujet, on a respecté son handicap dans la mort, on l'a enterré tel qu'il était connu par ses proches, mais on lui a fait une tombe à l'égal des autres. C'est-à-dire qu'on a adapté les préconisations religieuses à la pathologie du défunt. Et c'est surtout flagrant quand on est bossu. Rien de pire dans toutes les spiritualités que vous prenez, la préhistoire jusqu'au temps moderne, d'être enterré pour partie sur le ventre. Quand on est enterré, ce qu'on appelle nous en procubitus, ça veut dire qu'on a la bouche pour partie posée sur un fond de fosse,
dans un cercueil, un sarcophage ou dans la fosse. Ça veut dire que l'âme, l'esprit, ce que vous voulez, quelle que soit votre spiritualité, ne s'envolera pas. Ça veut dire qu'on vous condamne à errer sur terre. Je fais des raccourcis terribles. Tout ça est adossé à des lectures, aux mentalités, à toutes les spiritualités. Et il y a quand même des grands univers, des grands gestes et des grandes pratiques universelles. Et bien, comment on fait quand on est bossu? Eh bien, vous avez un Gaulois à gauche, un Carolingien à droite. Eh bien, on adapte, on transgresse, on essaye de faire au plus confortable. Et peu importe le tabou qui est projeté sur la position ventrale ou semi-ventrale, on fait au mieux pour offrir une posture qui soit la moins inconfortable au défunt, atteint, vous le voyez à droite, d'une pathologie assez impactante et assez invalidante. Donc, chrétien, mais enterré pour partie en position latérale et pour partie en position ventrale. Et même chez un Gaulois, il y a quand même quelques siècles qui les séparent, eh ben, on a agi de la même manière et en aucun cas on peut penser qu'il s'agit d'une sépulture au rabais, puisque ce petit Gaulois était enterré avec du mobilier funéraire classique, fibule, etc., qui atteste de son statut à l'égal des autres. Vous voyez ? Donc, on sait aussi faire avec et composer avec des pathologies qui sont spectaculaires et qui posent des problèmes quand elles ne permettent pas d'enterrer selon les préconisations strictement déployées pour chaque période. Alors, travailler sur le handicap, c'est se demander comment nous, avec nos grilles de lecture, avec les seuls vestiges qu'on a, avec parfois quelques textes, on peut appréhender ces thématiques d'inclusion. Eh bien, on commence au plus intime. À l'époque médiévale, la règle chrétienne veut que dans une tombe, on met un seul individu. La sépulture, elle est individuelle. Par exemple, elle n'est pas individuelle à l'époque néolithique. Vous savez tous ce que c'est qu'un dolmen, par exemple. C'est une sépulture collective où, dans ce coffrage de pierre, on peut parfois trouver plusieurs dizaines de sujets. Donc, en revanche, dans l'ère chrétienne, une sépulture, un individu. Il n'y a pas un cimetière médiéval qui réponde strictement à cette préconisation. Ça ne va être que des exceptions. Par exemple, un cimetière urbain avec une bonne épidémie, une famille va perdre 3 ou 4 enfants de façon assez simultanée. Tous ces enfants vont être enterrés dans la même fosse, dans le même cercueil, au même endroit. On va retrouver des sépultures qu'on va appeler multiples, qui transgressent totalement les préconisations liturgiques, mais peu importe. Là, pour le coup, l'affect familial a transgressé la préconisation avec, si je puis dire, la bénédiction des autorités religieuses. Et il y a ce qu'on appelle les sépultures conjugales, qui est vraiment un fil conducteur dans toute l'époque chrétienne. Un couple qui va décéder avec un laps de temps très serré. Vous imaginez, en ville, vous mettez une bonne peste, une bonne maladie contagieuse, un couple peut décéder à 48 heures d'écart. On va les enterrer ensemble. Et on va fréquemment retrouver, vous verrez dans la littérature archéologique médiévale, ces sépultures dites conjugales qui associent un homme et une femme. Et très souvent, il y a une mise en scène de leur lien conjugal, de leur lien de mariage. Alors, ils peuvent être l'un à côté de l'autre, se tenir par le coude. Les visages sont tournés l'un vers l'autre. On manifeste dans la mort le lien conjugal. Et on peut en retrouver déposés l'un sur l'autre. Vous imaginez comme on transgresse. Donc, trouver ce type de sépulture n'est pas exceptionnel. En revanche, je vous présente 2 sépultures d'époux décédés de façon simultanée et qui accueillent un époux handicapé dans chacun des 2 cas. C'est-à-dire qu'on progresse dans notre démarche. Le handicap n'a pas été non plus motif d'exclusion de ce rituel de la sépulture conjugale. Donc on peut penser que ces époux, je pense notamment à la grande photo horizontale qui vient de Meaux, où on a un homme qui est donc posé en position ventrale. Là encore, toutes les transgressions sont exposées. Quasiment tous les os de ses pieds étaient soudés, donc il ne pouvait sans doute pas marcher, il était extrêmement dépendant. Eh bien, le lien conjugal a primé toutes les autres
tous les autres tabous et toutes les autres réticences que l'on pouvait imaginer. Et on a donc des sépultures conjugales médiévales accueillant un sujet valide et un sujet handicapé. Autre type d'inclusion, le village, la paroisse. Ici, on est à l'époque carolingienne et c'est un lieu bien particulier puisqu'on est sous le parc Disney. Le parc Disney, grand lieu de fouilles en archéologie préventive, qui a livré une nécropole carolingienne de plus de 1000 sujets. Et au sein de ces 1000 sujets, regroupés par famille, des adultes, des enfants, des espaces de circulation, donc une lecture vraiment du monde des défunts assez exceptionnelle, on a retrouvé plusieurs sujets handicapés. Vous avez à droite une femme dont les membres inférieurs ont été amputés de façon bilatérale. Vous voyez que l'os a cicatrisé et qu'elle a survécu avec ses 2 moignons. Je reprécise, on est dans les plaines de Brie, un petit peu avant l'an 1000, dans un village qui n'est pas spécialement riche, ce qui veut dire que elle a souffert d'une pathologie, une chute, peu importe, probablement des membres qui ont été gangrénés. Elle a été amputée avec des outils et des instruments en métal. Elle a survécu, elle a une convalescence sans doute longue, elle a survécu, elle a vieilli tranquillement. Elle a été inhumée à l'égal des autres. Donc, vous voyez ce seul squelette, ce qu'il veut dire. Il veut dire à la fois un accident de vie, une prise en charge, des soins, une maîtrise d'intervention chirurgicale, des instruments dédiés et une vie un peu diminuée, mais qui se poursuit parmi les siens et un enterrement au sein de sa famille. Voilà ce qu'on peut décrypter en trouvant cette sépulture. De la même manière, vous avez à droite un sujet adulte qui est atteint de nanisme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fouille une sépulture, Mikado oblige, on ne bouge rien, y compris, vous voyez, la pierre qui est disposée sous sa mandibule, une pierre plate. Le fouilleur aurait très bien pu se dire, en fouillant avec son pinceau, en enlevant le sédiment, j'enlève la pierre, elle n'a pas de sens. Cette petite pierre, elle porte tout le sens du soin et de l'intérêt que ce sujet revêtait pour ses proches. Dans les cimetières pousse l'herbe du diable, c'est la sardoine, rire sardonique, ça vient de là. Parce que le diable est facétieux, le diable vient dans les cimetières s'emparer des morts. Et il les fait rire à tel point que tous les squelettes portent le rire sardonique. Donc ça, c'est si vous croyez à Dieu et au diable. Si vous êtes archéoanthropologue ou médecin légiste, vous saurez que les contentions articulaires de la mandibule vont se décomposer le plus rapidement et la mandibule va chuter sur le torse. Donc tous nos squelettes sont affectés de ce rire sardonique qui n'est que lié à des conditions, à un processus médico-légal. Alors que fait-on au Moyen-Âge quand on ne veut pas que le diable vienne se saisir d'un de ses proches? On maintient la tête, on entoure de bandelettes, on met des pierres de part et d'autre, ou on met une pierre sous le menton, et jamais le sujet ne sera saisi par le diable. Les fossoyeurs le savent très bien. À l'époque carolingienne, on ouvre des tombes, etc. Ils savent quand un squelette à la mandibule qui est tombé sur le torse. Donc vous voyez que cette petite pierre, toute simple, qui ne veut rien dire en tant que pierre, placée là où elle est, avec l'histoire que l'on connaît des superstitions, nous montre l'attention que ses proches avaient déployée à l'égard de ce sujet atteint de nanisme. Voilà, vous voyez, ce sont des petits focus que je vous présente pour vous montrer l'attention, le soin et la lecture de l'inclusion telle que nous, on peut y avoir accès avec nos grilles de lecture. De la même manière, regardez-moi ce beau rire sardonique, mais là, peu importe, parce qu'on est dans une abbaye. Donc le diable ne s'y aventure pas. Et non seulement on est dans une abbaye, mais on est dans la salle capitulaire d'une abbaye. Alors, une abbaye, je vous ai mis le plan en haut. Vous voyez, ce sont des espaces, vous connaissez l'église, le cloître, la salle capitulaire, etc. On enterre partout. Et là, dans un tel lieu, on se bat pour les endroits les plus sélects, les plus importants. Être enterré autour de l'autel de l'église, number one, l'endroit privilégié. Dans une abbaye, deuxième endroit, la salle du chapitre. C'est là où tous les matins, on se réunit avec les moines et les chanoines, on peut se faire chapitrer, on peut avoir voix au chapitre.
c'est là qu'on décide de ce qu'on fait de la journée, c'est là qu'on annonce les décès, les arrivées. C'est vraiment la tour de contrôle du lieu. Alors, être enterré dans la salle capitulaire, là aussi, c'est extrêmement recherché. À Château-Landon, on a fouillé cette salle capitulaire et on a retrouvé des tombes extrêmement imposantes, construites avec un soin particulier qui accueillait une majorité d'hommes très âgés, classiques, les chanoines du coin, mais aussi quelques femmes qui, en théorie, n'avaient rien à faire là, sauf que ces femmes-là étaient, les textes nous le confirment, soit des parentes des chanoines qui leur offraient dans la salle capitulaire une place privilégiée, soit de très 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 riches laïcs qui avaient financé la réfection du réfectoire ou de tels vitrails et auxquels on offrait un enterrement privilégié. Donc, quand on a fouillé cette salle capitulaire, on savait qu'on avait accès aux personnages les plus importants de l'abbaye. Et on a trouvé donc ce sujet, un homme âgé, 70 ans, et vous voyez qu'il est atteint d'un spina bifida. Le spina bifida, c'est un problème de vertèbres, depuis les vertèbres cervicales jusqu'aux vertèbres sacrées, qui ne sont pas complètement fermées. C'est-à-dire que c'est un problème qui se crée in utero lors de la fabrication du squelette. Globalement, la moelle épinière est à vif. Alors on a plusieurs stades. Il y a un spina bifida occulta ou aperta. Quand on n'a que certains degrés d'ouverture, la pathologie est moindre. En revanche, quand on est le tube neural est visible depuis les cervicales jusqu'aux dernières vertèbres sacrées, on est tétraplégique. À l'heure actuelle, le spina bifida, c'est un diagnostic qui peut entraîner un avortement thérapeutique. Ça participe de ces pathologies extrêmement invalidantes qui peuvent donner lieu à un avortement thérapeutique. Donc vous imaginez, quand on a fouillé ce squelette, donc comme forcément on le fouille en vue antérieure, c'est en enlevant les os et en les étudiant qu'on a découvert qu'il était atteint de cette pathologie. Je n'imaginais pas déjà trouver un sujet aussi âgé avec un spina bifida datant du XIIIe siècle. C'est véritablement un cas d'école. Qu'est-ce que ça veut dire ? On reprend l'histoire à rebours. Ça veut dire que dans une famille, probablement du sud Seine-et-Marne, on est à Château-Landon, est né un enfant dont on s'est aperçu au bout d'1 an ou 2 ans qu'il n'avait pas le même développement moteur que les autres membres de la fratrie. Problème, il ne marchait pas, il n'était pas autonome, etc. Ses parents ne s'en ont pas débarrassés, mais l'ont confié à une abbaye augustinienne dont le propre des augustiniens, c'est d'accueillir. On accueille les pauvres, les passants, les pèlerins, etc. Ils ont pris un enfant en charge qui était totalement dépendant des adultes. Ils l'ont pris en charge, ils l'ont fait grandir, manifestement ils l'ont éduqué. La tétraplégie n'était pas incompatible avec un développement intellectuel parfait. Ils l'ont éduqué. Probablement qu'il a réussi, avec l'aide de ses proches, à avoir un statut au sein de l'abbaye. Il a vécu vieux, 70 ans au XIIIe siècle, je peux vous dire que c'est une performance. Hormis ce spina bifida, il n'a aucune autre pathologie. Il a vécu bien, nourri, et il a été enterré dans l'endroit le plus recherché de l'abbaye. Donc vous voyez comment on peut réécrire des histoires en éliminant ce qui peut être faux et en ne gardant que ce qui est probable. Voilà. Je ne vous dis pas que toute l'histoire de ce chanoine, elle colle strictement à ce que je vous ai proposé, mais ce que je vous ai proposé n'est pas faux, est totalement probable, et on peut le suggérer uniquement avec le squelette, le lieu d'inhumation et la façon dont il a été inhumé, sachant dans quel type d'abbaye on est, le lieu où il est, etc., etc. Ça veut dire que si on m'avait juste amené le squelette dans mon laboratoire, j'aurais dit un sujet atteint de spina bifida, mais voilà, j'aurais dit bon, XIIIe siècle. Mais avoir tout le contexte, d'où le terme archéo-anthropologie, nous permet d'avoir cette composante qu'on appelle culturelle, qui nous permet de réécrire, si ce n'est son histoire, mais au moins l'histoire de comportements qui, pour le coup, sont assez accueillants et bienveillants. Autre exemple de cet accueil, on est dans un lieu qui est une sorte d'ovni archéologique
qu'on a réussi à interpréter en enlevant tout ce que ça ne pouvait pas être. C'est-à-dire qu'on est, vous voyez, un plan d'un chantier de fouilles avec des bâtiments A, B, C, D, etc. et un petit groupe de sépultures au milieu. Ça n'est pas un établissement ecclésiastique, il n'y a pas d'église. C'est très curieux pour cette période, au XIIe siècle, où on est vraiment enterré autour des édifices religieux. Il n'y a plus cette habitude d'être enterré dans l'habitat. De façon assez paradoxale, toutes les sépultures contiennent un sujet plutôt âgé, atteint de pathologies dégénératives ou de pathologies traumatiques. Des gens qui sont en état de dépendance, des gens très âgés. Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un adolescent, il n'y a pas un adulte mature, que des personnes très très âgées. Des lieux de vie. Alors on a grand colloque de spécialistes, on a tout évacué. À Beaume, dans la Drôme, il y a des communautés juives. Est-ce qu'on n'a pas là un petit établissement juif? Ça n'est pas possible. Toutes les autres hypothèses ont été envisagées. La seule qui reste, c'est qu'on a vraisemblablement, de façon ponctuelle, spontanée, un regroupement de personnes âgées très très dépendantes que des villages, des établissements ruraux voisins ont regroupés, parce que c'était peut-être plus facile de les regrouper et de s'en occuper en les mettant ensemble que de les laisser chacun dans sa ferme ou dans son village. L'hypothèse est validée par les médiévistes, et c'est pour ça qu'on a parlé d'une sorte de maison de retraite. On a une sorte d'EHPAD du XIIe siècle, parce qu'on ne sait pas lire et interpréter autrement ce site après avoir éliminé toutes les autres hypothèses, y compris les plus farfelues. Et donc, en contextualisant tout ce qui est envisageable au XIIe siècle, on ne peut exclure que des villageois ont regroupé leurs vieux parce que c'était facile de les gérer, de les soigner en les regroupant dans ce lieu d'habitation. Donc là, les habitations et les sépultures. Alors, travailler sur les pathologies et les handicaps, remettez-vous en tête le tableau de Bruegel, c'est aussi travailler sur donc, toutes ces pathologies invalidantes que l'anthropologue que je suis va pouvoir lire sur le squelette. Certaines pathologies sont congénitales, bien évidemment, et d'autres sont acquises au fil de la vie et des accidents, des vies un peu chahutées que pouvaient avoir nos ancêtres. Et bien évidemment, ces lectures d'intervention chirurgicale, on va y avoir accès. La matière osseuse est très bavarde. Et je vous présente ici la sépulture d'un sujet néolithique qui a été enterré à peu près 4700 ans avant notre ère. C'est la plus vieille amputation qu'on ait retrouvée sur le territoire français. Alors là aussi, une sépulture néolithique avec du mobilier que mes collègues néolithiciens qualifient comme étant assez prestigieux, très beau silex taillé, des objets qui indiquent un statut social un petit peu privilégié. Alors, statut social de son vivant maintenu dans la mort ou objet valorisant déposé dans sa tombe parce que le sujet était amoindri. Les deux possibilités sont envisageables. Sauf que ce sujet a été amputé de son avant-bras avec un outil en silex. Là aussi, on a fait le diagnostic, on a recontextualisé, pratique funéraire, lecture d'une intervention, soins, bienveillance, etc. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tombe-là? Elle nous dit que 4700 ans avant notre ère, on a quelqu'un qui a vraisemblablement chuté. Ce type d'amputation, c'est souvent lié à une gangrène. Donc, 4700 ans avant notre ère, c'est les premiers paysans, les premiers éleveurs. Donc, peut-être il a fait une chute. Quelqu'un a pris la décision de l'amputer. Imaginez. Donc il faut avoir une bienveillance et avoir l'envie de soigner en prenant la décision de se saisir d'un silex et d'aller amputer. Sachant qu'on a des amputations néandertaliennes qui sont faites par désarticulation des coudes ou des genoux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intervention d'un outil ou d'un instrument, on désarticule. Qui fait ça? Y a-t-il un chirurgien, y a-t-il un orthopédiste à l'époque néolithique qui sait faire ça? Les spécialistes des traces d'outils, parce que sur l'humérus, on a retrouvé les traces de l'outil. Une spécialité de l'archéologie s'appelle la tracéologie. On regarde avec des loupes binoculaires les outils. Vraisemblablement,
Celui qui savait découper les bovins, les cochons, a su connaître les tendons, les muscles et intervenir sur son contemporain. Quelqu'un a dû cautériser la plaie. Je dis cautériser, mais je ne sais pas, avec du feu, je ne sais pas comment on a fait pour faire en sorte que la plaie se transforme en moignon. Et il a fallu le prendre en charge pour le reste de sa vie. Comment tirer à l'arc ? Comment pousser une charrue ? Comment vivre dans son quotidien néolithique en ayant un avant-bras en moins ? Donc cette sépulture, elle nous raconte l'histoire des techniques, l'histoire de la chirurgie, l'histoire des liens. Il y a des sachants, il y a des chamans, il y a des guérisseurs qui savent soigner et qui savent guérir. Donc mon métier, c'est aussi de travailler sur la lecture des technologies et des avancées médicales et chirurgicales. Preuve en est la trépanation. La trépanation, c'est une intervention chirurgicale qui se pratique toujours aujourd'hui. On pratique un trou dans le crâne pour soulager un œdème que l'on peut avoir, une sorte d'échymose que l'on peut avoir sur la dure mère, c'est-à-dire elle est comprimée contre le crâne, donc on procède à un petit trou avec un trépan pour soulager et permettre d'avoir pas de migraine, pas de vertige, pas d'hémiplégie, etc. Ce geste de la trépanation, c'est un fil conducteur depuis le néolithique. Au néolithique, contemporain du précédent, un membre du groupe avait des migraines, avait des vertiges, et là aussi, un sachant, guérisseur ou guérisseuse, chaman ou homme médecin, a pris la décision. Alors il ne s'est pas dit « je vais soulager son cerveau, la dure mère est compressée, etc. » Mais si on regarde l'ethnologie, on a fait chasser les esprits malfaisants qu'il y avait dans la tête. C'est un peu ça l'idée. On procède à une perforation pour faire chasser le mal. Mais on est dans la même démarche qui est celle du XXIe siècle. Je vous laisse imaginer une trépanation par grattage, par raclage, par perçage au silex. Voilà. Il est évident que nos guérisseurs, chamans, etc., connaissaient des pharmacopées. Il est heureux qu'ils connaissent les herbes qui sont totalement illicites de nos jours, les champignons hallucinogènes. On a accès à cette pharmacopée dans certaines tombes, un petit peu conservées, soit dans des terres gelées, soit dans des terres très très sèches. On trouve de l'opium. Donc on a forcément une caste, une catégorie d'individus qui, au sein de la communauté, ont ces savoirs, les savoirs de la pharmacopée. Et je pense qu'un bol de verveine ne suffit pas à faire subir et à supporter une trépanation. Donc ils ont accès à cette pharmacopée et à tout ce qui permet de soulager les maux. Ils connaissent les endroits sur le crâne où on peut pratiquer cette perforation. Et non seulement nous, on va avoir la lecture de cette perforation, mais un ostéologue je vais pouvoir vous dire s'il a survécu. Parce que la perforation va continuer à se cicatriser ou pas. S'il décède parce que le silex aura touché le cerveau, l'os ne bougera plus et dans la tombe, on verra la partie du crâne et on pourra se dire, celui-là, il est mort des suites de la trépanation. Or, celui-ci, par exemple, a survécu peut-être des dizaines d'années. Dans quel état, je ne sais pas. En règle générale, on suppose, ethnologie, texte du Moyen-Âge, etc., à l'appui, qu'au minimum, il continuait à avoir des vertiges, probablement des hémiplégies, et qu'ils étaient forcément pris en charge par leur groupe, soulagés du mal principal, mais avec des vies très, très vulnérables. Et ce qui est assez fabuleux, c'est-à-dire, vous voyez, on a fait la lecture de tous les intervenants, du malade, du guérisseur, du groupe qui va le prendre en charge pendant la convalescence, imaginez les fièvres, etc., qui va lui faire ses potions. Eh bien, j'ai des collègues archéozoologues qui ont retrouvé, vous voyez ce crâne de vache à droite, c'est un crâne de vache trépané. Alors, quand ils ont trouvé cette vache trépanée, la première chose qu'ils se sont dit, c'est pas une trépanation, c'est un sacrifice. On sacrifie un bovin. Quand on sacrifie un bovin, ça ne fait pas ces traces d'outils. Donc l'impact, là, on sait comment on sacrifie un bovin, un animal, etc.
La seule hypothèse restante, au vu de ce qu'on connaît sur les crânes humains, c'est que la vache a été trépanée. Alors, menons l'enquête. Est-ce que notre groupe de néolithique a voulu soulager les migraines d'un vieux bovin du cheptel? Ou alors, vieux bovin du cheptel a-t-il servi à se faire la main en mode expérimentation animale? Les archéozoologues penchent pour cette hypothèse, c'est-à-dire le sachant d'un groupe s'est dit la vache est âgée, et voilà, peut-être elle ne donne plus de lait, ne fait plus de veau, etc. Elle n'a plus d'intérêt. On va tester les outils, le savoir-faire, etc. Et donc on a probablement là un exemple empirique d'une expérimentation animale qui aurait eu lieu plusieurs milliers d'années avant notre ère. Et donc on remet tout en place et on a vraiment accès au cœur de l'humain qui voit un des siens malade, décide de le guérir, déploie des compétences, des savoir-faire, des outils et va même essayer de tester sur un animal avant de se lancer sur l'humain, sachant que les savoir-faire étaient assez remarquables. Quand on fait des statistiques pour le néolithique, on a à peu près 70% des individus et des patients qui ont survécu à la trépanation, ce qui est quand même assez exceptionnel en termes de statistiques. Continuons aussi. On a vu, toujours on fait référence à Bruegel, les appareillages compensatoires. Nous, on a des orthoprothésistes, on a des spécialistes, etc. Mais quand on est gaulois et qu'on a dans sa famille une vieille femme qui est atteinte d'une myosite ankylosante, vous voyez l'os comme il est boursouflé, comme il est dégradé, comme il est synonyme d'une pathologie invalidante pour les membres inférieurs. Et vous voyez la tombe. On est à Bobigny, à côté de l'hôpital Avicenne, où une grande nécropole gauloise a été trouvée. Et cette femme-là était enterrée dans la posture qui était la sienne de son vivant, c'est-à-dire avec les membres inférieurs, un petit peu comme le mérovingien de Pontocobo tout à l'heure, les membres totalement remontés et repliés. Et vous voyez qu'il y a une tige en fer, une seconde tige en fer, qui sont représentées à droite. Alors, le mobilier gaulois, en général, c'est des bijoux, c'est des épées, c'est de la céramique, parfois un animal. On ne sait pas ce que c'est. En fait, ce sont des tiges en métal qui ont été installées pour maintenir une sorte de corset engainant. C'est-à-dire que quand on découvre une tombe comme ça, on va garder le sédiment. Vous voyez, on a fouillé, et on met la terre qu'on enlève des os dans des seaux, et on garde tout pour le livrer au spécialiste qui va étudier les graines, qui va étudier l'infiniment petit. On fait des lames-minces, on les passe sous le microscope. Et nos collègues nous ont dit qu'il y avait des traces de paille, qu'il y avait des traces de laine, qu'il y avait des traces de cuir, et donc ces objets métalliques non périssables maintenus. Et il est vraisemblable que ces contemporains, ces proches, comme elle était en souffrance, qu'elle s'affaissait, lui ont fabriqué une orthèse, un corset, de briques et de broc. Le forgeron a fabriqué ces tiges-là en recyclant du métal. On a mis de la paille pour qu'elle soit le plus confortable. Et comme c'était spécialement dédié à sa pathologie, elle a été enterrée avec, ce qui est tout bénéfice pour les archéologues, puisqu'on a retrouvé cet objet improbable. On l'a appelé une orthèse, un corset, on ne sait pas trop. Ça pouvait servir à la transporter ou à la maintenir un petit peu rigide pour éviter qu'elle s'affaisse, ce qui est le propre de cette pathologie. Donc vous voyez l'ingéniosité incroyable des hommes qui cherchent toujours, en déployant leur savoir-faire contemporain, à inventer, à bidouiller, mais avec beaucoup de créativité et d'empathie, de quoi soulager la pathologie invalidante de l'une des leurs, sachant que c'est une femme âgée, je vais être là aussi abrupte, elle n'a pas d'intérêt premier dans la société gauloise où chacun doit être un petit peu rentable. Elle ne peut pas surveiller les enfants, elle ne peut pas s'occuper du feu, mais tout le monde, les savoir-faire ont été déployés par ses proches pour l'aider et la soulager de ses souffrances. C'est aussi le cas ici. Une sépulture incroyable. On est en Meurthe-et-Moselle, petit village mérovingien, cimetière mérovingien, rien de très prestigieux, peu de mobilier dans les tombes, et on trouve un individu, ici ce sont ses avant-bras, vous voyez les deux os qui sont juste entre la main et l'humérus.
vous voyez qu'ils ont des traces vertes. À côté de l'un d'entre eux, on a trouvé cette fourche, qui n'est pas un outil, qui n'est pas un bijou, qui n'est pas un accessoire vestimentaire, qui n'est pas une arme. On a sur cet objet métallique bifide la trace, vous voyez en brun, du passage. Nous, on sait que du cuir a été disposé sur cet objet et la décomposition du cuir a corrodé, a altéré le métal, a altéré le fer. À côté, on a trouvé des boucles typiques mérovingiennes, mais c'est des boucles de ceinture. Et en fait, on a un sujet, un homme plutôt âgé, 40 ans, âgé pour l'époque mérovingienne, qui a été amputé des 2 mains. Typique chute de cheval, mauvaise réception, gangrène, on ampute. Calcification des os, 2 moignons. Vous imaginez le quotidien. Et bien là encore, comme pour la gauloise, on a un forgeron qui a recyclé du métal et qui lui a fabriqué sa prothèse bifide, peut-être pour qu'il puisse piquer des aliments. Elle a été maintenue à l'avant-bras avec une boucle de ceinture, une boucle de chaussure, avec des liens en cuir. Alors vous imaginez bien qu'au 7e siècle à Cutry, il n'y a pas un catalogue de prothèses et on choisit tel type de prothèse pour le double amputé des mains. Et là aussi, on se replace dans le contexte, une industrie, une société beaucoup basée sur le métal. L'inventivité d'un forgeron qui a fait au plus simple et de façon empirique. L'un a dû donner une boucle de ceinture, l'autre une boucle de chaussure. Il faut imaginer que le métal est rare, on recycle, on fait fondre et on recycle. Donc c'est quand même un don. On perd, entre guillemets, une dotation en métal assez importante pour lui fabriquer cette prothèse. Et bien là aussi, composante culturelle, on réécrit l'histoire, et on a quelqu'un en souffrance, un accident de vie, et sa communauté qui le prend en charge. Donc vous voyez, ce sont des exemples, mais qui nous montrent que, à chaque fois, quel que soit le groupe, la vulnérabilité innée ou acquise d'un des membres du groupe va essayer d'être compensée par des talents chirurgicaux, médicaux, des talents d'artisans et la bienveillance collective d'un groupe. Et ces prothèses, archéologiquement, on va pouvoir en retrouver. Alors, en règle générale, là, on est vraiment proche du pilon de Bruegel. On est vraiment, c'est quasiment un fac-similé. Nous, dans nos sépultures, on va retrouver simplement le petit cerclage en métal. Le bois a disparu. Mais quelqu'un qui est amputé, un vide de tibia et de pied et un cerclage, nous laisse penser que le sujet a été appareillé, d'où la nécessité de ne pas bouger à la fouille, le petit anneau en métal, et de tout laisser en place dans la tombe. Et là, ce pilon de bois, il est exceptionnel, il a été trouvé en Allemagne, parce qu'un village a été envahi par la boue, et donc tous les matériaux périssables, bois, textiles, etc., ont été conservés, et ce pilon, avec l'emplacement pour placer le moignon de la personne amputée. Et puis alors, grand tournant pour les appareillages, je vais évoquer Ambroise Paré qui était un remarquable, on appelait ça un barbier, parce qu'à l'époque, seuls les barbiers avaient accès aux instruments tranchants. Ambroise Paré, il est à la fois celui qui ampute et celui qui appareille. En fait, il a accompagné, c'est un type remarquable, parce qu'il est à la fois un homme du Moyen-Âge avec des croyances très obscures et un esprit proche des Lumières dans l'inventivité qu'il va avoir à mettre au service de ceux qui étaient mutilés. On est à l'époque des premières guerres de la Renaissance. On a inventé l'artillerie lourde. Vous imaginez, sur les chantiers de bataille, l'artillerie lourde, elle mutile à tour de bras les soldats de François Ier, d'Henri II, etc. Ambroise Paré développe des techniques d'amputation. Dans ses mémoires, il se dit qu'il affirme avec un certain triomphalisme qu'il ampute une jambe en 10 minutes. Mais comme c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est curieux, qui est imaginatif, il va mettre au profit de tous ces mutilés des techniques nouvelles d'appareillage avec quasiment des doigts articulés. Il installe des crémaillères, il travaille avec les armuriers et il essaye de faire des prothèses qui vont être quasiment des substituts
des membres manquants. Et bien évidemment, vous imaginez, alors ça c'est une prothèse à l'égal de celle qu'il a pu fabriquer. Ce type de prothèse, un peu comme maintenant, ne concerne que les personnes privilégiées, les aristocrates, la noblesse guerrière. Alors il ne se démonte pas et il va inventer la prothèse des pauvres en utilisant des matériaux qui ne coûtent pas cher, du bois, de la feutrine, de la laine, et en utilisant tout un tas d'artisanats au service des pauvres mutilés, de tous ces soldats qui ont été mutilés sur les guerres, les grandes guerres royales qui ont opposé notamment la France et l'Italie. Mais c'est un grand classique, hein, les gueules cassées, c'est la même chose. La barbarie des hommes qui détruisent sur les champs de bataille, et après les savants, les chirurgiens qui réparent, et les gueules cassées ont fait progresser tout ce qui est chirurgie réparatrice, chirurgie esthétique. Donc c'est le paradoxe de l'homme qui à la fois fait le pire, va inventer des artilleries pour tuer, pour blesser, et puis il y a la phase positive avec tous les savoir-faire médicaux et chirurgicaux qui vont naître sur les champs de bataille. Alors, l'idée, je vous ai décrit un grand voyage dans le temps qui est extrêmement positif. Je ne vous ai montré que ce qui va bien, forcément. Mais la règle générale, c'est qu'on ne regarde pas le passé avec des lunettes roses en se disant comme c'était mieux avant et comme c'est pas bien au XXIe siècle, on ne sait pas accueillir, on ne sait pas recevoir, on ne sait pas faire avec ceux qui nous sont différents. La règle générale, et gardons-nous d'être naïfs, c'est que dans un groupe, que ça soit un groupe de 10 néandertaliens ou une grande paroisse urbaine du Moyen-Âge, c'est que quand ça va bien, quand il fait beau, quand on a à manger, quand on est bien dans sa maison, ça va bien aussi pour les plus vulnérables du groupe. C'est-à-dire que la solidarité s'exerce dans les temps cléments. En revanche, une bonne guerre de 100 ans, une bonne famine, un bon incident météorologique, forcément on se crispe un petit peu, il y a moins à manger, et les personnes vulnérables vont être rapidement considérées comme des bouches inutiles. Et ce paradoxe, on le lit aussi bien en archéologie qu'à travers l'histoire. Donc c'est pour ça que, de règle générale, je vais vous dire que spontanément, le handicap, et encore ce terme, il ne veut rien dire, hein, pour un néolithique ou un homme du Moyen-Âge, handicap, ça ne veut rien dire. Tous ceux qui ont des lunettes ou tous ceux qui ont des appareils auditifs étaient considérés comme handicapés. Donc, tout le monde est handicapé en puissance. Tout le monde est différent de son voisin. Il n'y a pas ces curseurs de handicap. C'est à partir du XVIIIe siècle, au prétexte d'éduquer, on a isolé et on a considéré les personnes comme étant inférieures. C'est-à-dire qu'en voulant enseigner aux sourds, on a regroupé tous les sourds. En voulant enseigner aux aveugles, on a regroupé tous les aveugles. Et en fait, on a exclu du champ du quotidien, quel qu'il soit, village, paroisse, tous ceux qui étaient différents. Mais ça, c'est une autre histoire, mais encore, elle n'est pas inintéressante puisqu'elle va donner nos comportements à nous. Donc, le handicap, c'est un curseur social et c'est un curseur économique parce que, là encore, quand on est dans une famille aisée avec un enfant tétraplégique, on va savoir, on va connaître l'abbaye qui va pouvoir l'accueillir, etc. Forcément, ce sera moins, je ne vais pas dire ce sera plus facile, mais c'est moins contraignant d'être handicapé dans une riche famille urbaine du Moyen-Âge qu'au fin fond de la Brie, dans des maisons en bois avec peu de confort. Le handicap a toujours été un curseur économique et social, bien évidemment. Et qui plus est, on parlait avec les lunettes et les appareils auditifs, mais le curseur des techniques, vous l'avez vu avec la trépanation, avec les amputations. Je vais vous montrer un exemple qui va vous faire frémir. Une simple fracture, aujourd'hui, elle n'est pas inscrite dans la liste des grandes familles de handicap. Une fracture, elle est réduite, on est immobilisé, on n'en parle plus. Sauf que réduire une fracture, c'est un geste orthopédique qui a bien été inventé à un moment de l'histoire. Donc travailler sur le handicap, c'est aussi travailler sur la prévalence des pathologies et des maladies et sur l'histoire des techniques d'appareillage ou des techniques d'orthopédie. Vous voyez ici probablement quelqu'un qui a chuté, qui s'est cassé tibia péroné. C'est rien aujourd'hui. Mais un tibia péroné mal soudé, parce qu'on n'a pas pu remettre bout à bout les fragments lésés et immobilisés avec une gouttière ou un plâtre le membre,
ça se consolide de façon anarchique. On appelle ça une calcification en baïonnette. Donc, une simple fracture va entraîner une déperdition de longueur de membre, et donc le sujet va être handicapé parce qu'il va être boiteux, il va avoir des incidences probablement sur la hanche, etc. Aujourd'hui, quand je travaille sur les handicaps au Moyen-Âge, double fracture non réduite, je dois le considérer comme étant une pathologie invalidante. Vous voyez, on doit à chaque fois contextualiser, savoir à quel sujet, à quelle chronologie et à quel lieu on a affaire, et ça nous permet de travailler sur l'histoire des pratiques. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la même fracture aujourd'hui chez un footballeur, oui, vous allez frémir, c'est un plat et 3 mois d'immobilisation, et il galope après pour la saison qui suit, et il n'est pas considéré comme étant handicapé. Donc vous voyez, c'est l'obligation, quand on travaille sur le handicap, d'être en pluridisciplinarité, avec les archéologues qui nous donnent les contextes, avec toutes les spécialités, l'archéozoologue qui va travailler sur la trépanation des vaches, le spécialiste du métal, le spécialiste des silex, le spécialiste des traces d'outils, etc., la tracéologie. On ne travaille pas tout seul. C'est vraiment des équipes qui se mettent au service des groupes et qui permettent d'avoir cette lecture archéo-anthropologique que je vous ai présentée, qui est une discipline totalement embryonnaire. On commence, ça foisonne, on a un champ d'études passionnant, et ça nous permet de documenter un petit peu ce vaste espace-temps qu'il y a entre les écrits de Platon, un petit peu de Darwin, 2 ou 3 pathologies spectaculaires trouvées en fouille, et ça nous permet d'avoir un regard sur les communautés du passé, qui n'est pas du tout un cours magistral où vous voyez c'était beaucoup mieux avant, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de montrer que la vulnérabilité a toujours été un sujet auquel les groupes ont répondu bien, mal, mais ça a toujours été quelque chose qui a concerné les hommes. Et quand on étudie l'être humain, au cœur de ce qu'il est, de son lien qu'il tisse avec les membres de son groupe, et ben le handicap est un vecteur extrêmement intéressant, puisqu'on a accès, pas forcément à l'élite, aux rois, aux reines, à tout ce qui se fait de mieux, mais à la vulnérabilité des gens. Et c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est-à-dire que c'est un outil fabuleux qui permet de travailler sur l'homme, mais sur tous les hommes. Et tous les hommes ont fait des groupes, et tous les hommes ont fait société. Et j'en ai fini, et j'espère que ça vous a plu, parce que maintenant, on a vu qu'on a su réparer l'homme. Le grand saut dans l'avenir, maintenant, ça va être le transhumanisme, parce qu'on a l'homme réparé des handicaps, des pathologies, mais maintenant, on va vouloir l'augmenter. C'est un autre sujet, mais qui fait le lien direct avec tout ce qu'on vient de voir. L'étape d'après, ça va être le transhumanisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.